Fidèle au programme de la Radio Futur Média, mesdames et messieurs, bonjour, il est midi, le grand journal. Au sommaire, le centre de dialyse du hangar des pèlerins à nouveau fonctionnel. Les postes sont réparés. Reportage sur place. Réouverture du campus social de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Pas contre, les agents du COUD ne sont pas contre, mais ils posent des conditions. Entre autres, la rénovation des bâtiments incendiés, le renforcement de la sécurité, le renouvellement du parc automobile. Pendant ce temps, à Thiès, les étudiants de l'université Iba Der Thiam exigent l'ouverture des nouveaux pavillons et du restaurant. La grève des travailleurs des collectivités territoriales et ses conséquences sur la rentrée scolaire, difficile, voire impossible de disposer d'un extrait de naissance pour les formalités d'inscription. Les centres d'état civil ne fonctionnent presque plus. À suivre, l'actualité internationale, Seydou Nourouba, les sports, cher Tidiane Diagne, la revue de presse de Mohamed Ali Mouba et en fin d'édition, point de vue sur la polémique sur la hausse supposée, la hausse substantielle des factures d'électricité et les dysfonctionnements du service Woyofal qui alimente la grogne entre les usagers et la Société nationale d'électricité. Abdoulaye Diop assure la partie technique de cette édition. Bienvenue à toutes et à tous. Santé pour démarrer cette édition après les machines de dialyse tombées en panne hier après une coupure d'électricité. Le grand soulagement à l'unité de soins et de dialyse au hangar des pèlerins de Yoff. Tout est rétabli, mais sur place des problèmes sont évoqués par les malades. Nafissa Toussila. Sourire aux lèvres, visage rayonnant pour certaines, c'est ce qu'on aperçoit en premier. Chez d'autres malades, c'est la joie et c'est parce que souffle un vent de soulagement. Aïcha et Oumi, des noms d'emprunt, ne s'en cachent pas. Un grand soulagement et une satisfaction à la fois. Tout est rétabli. Et tout ce stress qu'on a vécu hier, c'était difficile. Finalement, on a eu plus de peur que de mal et on remercie Dieu. Ils ont fait le nécessaire pour tout réparer. Regardez vous-même, on est en train de discuter. C'est comme si on nous a enlevé un gros poids des épaules. Sur les épaules, un grand poids d'âge. Pareil pour Adja Kumba et son ami qui veut taire son nom. Il y a soulagement certes, mais ce n'est pas le grand confort. D'autres aléas subsistent. C'est à cause de cette panne qu'aujourd'hui je fais partie de la deuxième vague. Mais avant, je faisais ma dialyse très tôt. Il faut vraiment qu'on parle de l'insécurité qui réside ici. Pour moi, ce n'est pas un bon endroit pour faire nos séances de dialyse. Vraiment, on n'a pas le choix. L'accès est très difficile. On a tous les problèmes du monde pour venir ici. Des fois, ce sont des coupures d'électricité. D'autres fois, ce sont des coupures d'eau. Et pendant l'hivernage, on n'en parle même pas. Parfois, on aperçoit des reptiles ou bien d'autres insectes qui s'introduisent même dans le hangar. Il n'y a aucune sécurité ici. La semaine dernière, on a agressé une malade et on ne sait pas d'où est venue. Heureusement, plus de peur que de mal. Pour ces malades du rein, davantage d'efforts n'est pas de refus. On voudrait qu'on améliore les conditions ici avec le manque d'eau souvent noté. Il y a plein de malades qui font des dialyses, ce n'est pas rassurant. Aussi, il faut qu'on parle de l'enclavement. C'est compliqué, on fait un grand détour pour accéder au hangar. Et parfois, les chauffeurs de taxi nous mènent la vie dure. On vit un grand stress. On souhaite vraiment que la construction de l'Odantec se fasse très rapidement. Selon le personnel médical sur place, tout est rentré dans l'ordre depuis hier. La panne due aux coupures d'électricité est maîtrisée sur ces machines toutes neuves. RFM, fréquente modulation 94.0, la radio en puissance. On ne parle pas le même langage à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar alors que les étudiants exigent l'ouverture du campus social avant toute reprise des cours. Les travailleurs du COUD posent des conditions, la rénovation des bâtiments incendiés lors des événements de juin dernier et leur équipement, le renforcement de la sécurité, le renouvellement du parc automobile pour le transport des agents ou encore l'accompagnement de ceux-là qui ont perdu leurs biens lors de ces événements. L'intersyndicale des travailleurs du Centre des œuvres universitaires de Dakar était en conférence de presse
presse ce matin. Le coordinateur El Mohamed Lambine Seydi au micro de Boubacar Dieng. Le cabinet du directeur, celui du chef des services administratifs, de l'agent comptable particulier a aussi été décimé. Le bâtiment Simkou qui était occupé par le directeur adjoint, la cellule juridique, la cellule contrôle interne, celle d'audit et l'unité de sécurité n'a pas aussi été épargnée des incendies. Ce rappel est d'autant plus important pour mesurer l'impact matériel et moral qu'a subi notre établissement. Ainsi, notre position et notre situation actuelle pourraient mieux se faire comprendre. Le conseil académique de l'université, qui s'est réuni le vendredi 6 octobre dernier, a dans ses décisions retenu la suspension des prestations du cours jusqu'à nouvel ordre. Malgré cette précision, la question de la réouverture du campus social reste plus que jamais agitée et prônée par des acteurs du système universitaire. L'intersyndicale tient à informer qu'elle maintient sa position de départ sur la question de la réouverture. La réouverture du campus social ne pourrait être effective que si les conditions des travailleurs du cours sont prises en compte au préalable. Ces préalables sont l'acquisition d'un nombre suffisant de cars pour le transport du personnel, le renforcement de la sécurité des travailleurs au sein du campus, l'indemnisation des impactés, la réfection et le rééquipement des différents offices endommagés. À l'université Iba Der Thiam de Thiès, les étudiants exigent l'ouverture des nouveaux pavillons et du restaurant. Selon eux, l'université a dépassé sa capacité d'accueil et les sites d'hébergement ne peuvent plus contenir les étudiants. Le représentant et le directeur du centre régional des œuvres universitaires ont fait le tour des campus pour voir l'état d'avancement des chantiers. Cher Anta Diop. Des dispositions ont été prises pour que la rentrée universitaire de l'université Iba Der Thiam de Thiès se fasse dans d'excellentes conditions. Cheikh Abdoulaye Diagne, le chef des services administratifs de l'université. Chaque année, le CROUS entame des travaux d'envergure pour mettre aux normes les campus sociaux. Cette année, malgré quelques tensions budgétaires, nous avons aussi pris les devants afin de pouvoir répondre présent, mettre les campus sociaux dans les conditions optimum afin que les étudiants puissent s'y épanouir. Adamo Soukebe, membre de la conférence d'étudiants de l'université Iba Der Thiam de Thiès, a formulé des recommandations de manière à lever les contraintes pour que les étudiants puissent regagner les amphithéâtres. L'université de Thiès a atteint ses limites. Les étudiants attendent que le nouveau pavillon de 1000 lits, le nouveau restaurant, soit réceptionné dans les plus brefs délais. La capacité d'hébergement ne peut plus contenir tous les étudiants au sein de l'université. Il y a le système de clan d'otages avec la chaleur qui existe. Ce n'est pas du tout préférable, raison pour laquelle nous lançons encore un appel au président de la République, M. Macky Sall, d'essayer de terminer en beauté en inaugurant les chantiers sociaux de l'université Iba Der Thiam de Thiès. Le conseil académique de l'université Iba Der Thiam de Thiès a officiellement ouvert le campus pédagogique depuis le 2 octobre. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. Dans le monde scolaire, l'Académie de Saint-Louis a fait le point sur la situation des écoles dans la région. Manque d'enseignants, cela a été au cœur des discussions. Il est aussi demandé à la commission auxiliaire de la protection civile de visiter les écoles en état de délabrement très avancé. Ousseynou Diop. Les acteurs éducatifs de l'Académie de Saint-Louis ont fait le point sur les maux qui gangrènent le système scolaire. Ils ont aussi fait des propositions pour augmenter le taux de fréquentation des élèves dans les séries scientifiques. Mafalder est l'inspecteur d'académie de Saint-Louis. Actuellement, le taux que nous possédons, 22 et quelques %, ne nous satisfait pas. Nous allons donc dans des concertations multiples avec tous les acteurs réfléchir sur la question et voir exactement par où toucher. Les multiples départs des enseignants dans les zones les plus reculées de la région ont été aussi soulevés par les autorités. Modou Mamoun Diop est le gouverneur adjoint de la région de Saint-Louis. Des gaps d'enseignants, parce que dans certaines zones, il y a énormément de départs d'enseignants et ces enseignants n'ont pas été malheureusement remplacés. Dans le périmètre communal de Saint-Louis, certaines écoles sont dans un état de délabrement très avancé. Pour éviter le pire aux occupants de ces établissements scolaires, la commission auxiliaire de protection civile sera dépêchée sur les lieux. La recommandation qui a été faite, c'était de dépêcher une mission de la commission auxiliaire de protection civile pour que les recommandations nécessaires puissent être faites. Tous les acteurs éducatifs ont répondu présents à cette rencontre. Ils ont à l'unanimité décrié l'absence de beaucoup de collectivités locales à cette rencontre. Ousseynou Diop, Saint-Louis, RFM.
L'adjoint du gouverneur de la région de Saint-Louis qui est préoccupé par la coïncidence entre l'année scolaire et la présidentielle de février prochain. L'autorité administrative a demandé aux parents de sensibiliser leurs enfants afin d'éviter des perturbations. Il a également invité les élèves à ne pas faire de la politique dans les écoles. Modou Mamoun Diop au micro de Ousseynou Diop. Nous allons vers une élection présidentielle et on sait que les échéances électorales ont tendance à avoir un impact sur la situation, sur les écoles. Donc nous avons discuté sur cette question-là et essayé de formuler des recommandations pour que la situation politique n'ait pas d'impact majeur sur le déroulement du cours durant l'année scolaire. Donc les recommandations ont été faites. Et la principale recommandation, c'était de sensibiliser d'abord les personnels administratifs et pédagogiques des écoles, mais aussi sensibiliser les parents d'élèves pour qu'ils parlent à leurs enfants, pour que ces enfants-là ne soient pas mêlés ou impliqués dans des situations politiques qui risqueraient en tout cas d'impacter le déroulement des cours. RFM, l'info, c'est ici. L'info, c'est ici. Midi 11 minutes à Kaolack, le fonctionnement de l'état civil perturbé par la grève des travailleurs des collectivités territoriales. Une situation qui n'est pas sans conséquence sur la rentrée scolaire. Les parents ont d'énormes difficultés pour disposer d'un extrait de naissance pour leurs enfants. C'est pourquoi ils appellent l'État et les syndicalistes à trouver une solution rapide à leurs différends. Fatoumbo. La salle de l'état civil de la mairie de Kaolack, certains citoyens viennent récupérer leurs documents administratifs, d'autres patientent devant les bureaux. Un agent municipal préférant conserver l'anonymat explique que cette agitation découle de la récente grève des collectivités territoriales. Il n'y a pas assez de personnel pour satisfaire les citoyens. La grève est à l'origine, raison pour laquelle ceux qui sont là font le service minimum. Ousmane, un étudiant, se trouve contraint d'attendre jusqu'à jeudi en raison de la grève et il exprime sa profonde préoccupation face aux conséquences de cette situation. Mes papiers ont été classés dans les archives et on me demande d'attendre jusqu'à jeudi, alors que c'est vraiment urgent. Je dois rentrer sur Dakar aujourd'hui même. Sidia, la quarantaine, tenant ses papiers à la main, déclare qu'il n'a pas encore ressenti les répercussions de ce mouvement de grève, mais il désapprouve cette démarche particulièrement en cette période de rentrée scolaire. Dès que je suis arrivé, j'ai déposé mes papiers, on m'a fait tout ce que j'avais voulu, après on m'a donné. Il y a trop de grèves au Sénégal et puis on ne souhaite pas qu'il y ait ce genre de grève parce qu'à l'heure actuelle, on est à l'ouverture des écoles. À la municipalité de Kaolack, les travailleurs assurent un service minimum, ce qui affecte de nombreux citoyens. Fatoumbo Kaolack, Radio Futur Média. Même situation à Fatick, pas l'ombre d'un agent au service de l'état civil. Vous allez le voir dans ce reportage de Aminata Goudiaby. Tous les bureaux sont fermés. Assis dans le hall principal de la mairie de Fatick, le gardien informe les usagers de l'absence des agents d'état civil. Son travail se résume depuis plusieurs jours à informer les visiteurs de la grève des agents municipaux. La coste rouge sur le dos, une enveloppe en main, ce jeune doit rebrousser chemin. Il voulait un certificat de résidence pour compléter un dossier. Ça va bien, mon ami, bien, merci. Babacar Ngom, étudiant à l'université de Ziguinchor, risque de ne pas avoir de logement pour cette année. Il lui manque un extrait de naissance pour son dossier de codification. L'extrait de naissance, c'est obligatoire. Sinon, voilà, on risque de classer le dossier à part quoi. Ça pénalise vraiment. Ce père de famille qui tient bien les guidons de sa moto a l'air exaspéré. Il devait y avoir un service minimum pour délivrer les papiers d'état civil. Papley évoque la période de la rentrée scolaire et de certains concours. À mon humble avis, le maire devait réquisitionner 1 ou 2 agents pour les délivrances des papiers d'état civil. Ce n'est pas normal ce qui se passe. Moi, j'étais venu pour chercher un extrait de naissance pour mon enfant qui va à l'école. J'ai aussi des neveux qui doivent faire des concours. Il y en a un qui veut faire le test pour le recrutement militaire. Après avoir épuisé plusieurs plans d'action, l'intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales a décrété 120 heures de grève. Une marche nationale est annoncée le vendredi prochain. Aminato Goudiaby, Fatick RFM. Ce 11 octobre, journée internationale de la fille. Pour l'occasion, les organisations féminines et l'UNICEF prônent le maintien des jeunes filles à l'école et la promotion des femmes au poste de responsabilité. Au Sénégal, les femmes n'occupent que 18% des directions des écoles. Abdourahmane Diallo.
Ces dernières années, on note une forte présence des filles à l'école, mais leur maintien fait défaut. Marie Sibifaye, coordonnatrice de la cellule genre équité au ministère de l'Éducation. En son temps, les filles étaient moins de 40% dans les structures scolaires. On est à pratiquement 93% pour le taux brut de scolarisation chez les filles. 84% je pense chez les garçons. Cela veut dire qu'il y a plus de filles que de garçons dans nos structures scolaires aujourd'hui. Ce qui fait que les femmes ont du mal à occuper des postes de responsabilité, surtout dans les écoles. Et pour ce qui concerne la promotion des femmes, le ministère de l'Éducation est à la deuxième phase de ce projet. Donc il s'est agi pour nous de mettre en place un dispositif permettant aux femmes d'avoir accès aux postes de responsabilité. Donc nous sommes passés de moins de 1% de femmes aux postes de responsabilité à 18% aujourd'hui. Les organismes de défense du genre et l'UNICEF prônent une politique de maintien des filles et la promotion des femmes aux postes de responsabilité. Cécile Giraud, analyste de l'éducation sensible au genre à l'UNICEF. Je pense par exemple aux sanitaires non mixtes qui permettent aux filles au collège ou en puberté qui ont leur menstru de pouvoir rester à l'école sans devoir s'absenter lorsqu'elles ont leurs règles, mais également l'offre de cantine scolaire qui pour beaucoup de familles est déterminante pour scolariser leurs enfants. On peut aussi penser à assurer une meilleure sécurité des écoles parce que les filles sont plus souvent victimes d'agressions. Ensuite, on peut agir aussi au niveau de l'enseignement en favorisant par exemple des disciplines qui sont habituellement un peu fermées aux filles, donc en faisant la promotion notamment des STEM, de ce qui est sciences, mathématiques, sciences de l'ingénierie. Agir sur ces normes scolaires en par exemple promouvant des rôles modèles, et c'est pour ça que là les femmes enseignantes et directrices ont énormément de rôles à jouer. Des pays africains ont élaboré des plans pour faciliter la promotion féminine dans l'éducation. Nous nous rendons dans le département de Goudomp. Là-bas, la commune de Koulibantang souffre d'un manque criant d'infrastructures socio-économiques de base. La commune réclame l'accélération des travaux de la boucle du Pakao, de l'eau, mais également de l'électricité. Bakary Conté. Accéder dans la commune de Koulibantang relève d'un véritable parcours du combattant. Les populations réclament l'accélération des travaux de construction de la boucle du Pakao, située dans la rive gauche. Abdoulaye Fati, maire de la commune de Koulibantang. Depuis la venue du président lors de sa tournée économique dans la région de Sédhiou, a lancé des travaux de la rive gauche du Pakao. Ces travaux sont lancés et nous avons aujourd'hui l'entreprise qui est installée, mais nous voulons quand même que les travaux, en tout cas, puissent vraiment être accélérés, puisque nos populations souffrent. Nos populations souffrent et tous les secteurs aussi, tous les secteurs, que ce soit le secteur de l'éducation, de la santé et tous les secteurs économiques aussi, souffrent vraiment de ce problème-là. Nous sommes presque la seule commune dans le département, ou bien avec Karantaba, qui est notre commune voisine, qui sont dans cette situation où il n'y a aucun centimètre de goudron qui la traverse. C'est difficile, surtout pendant l'hivernage, de pouvoir vraiment, même pour se ravitailler, c'est une difficulté. Pas d'eau potable dans toute la commune. Le seul forage de la zone est tombé en panne. Le seul forage que nous disposons depuis 2021 est en panne. Et nous avons écrit comment peut-on avoir des écoles où il n'y a pas d'eau potable et les enfants vont boire avec l'eau de puits. C'est pas normal. Nous sommes au XXIe siècle. Il y a beaucoup de maladies que les enfants peuvent attraper. Le vol de bétail gagne du terrain dans cette partie du département de Goudomp à cause de l'obscurité qui règne dans cette localité. Sur les 27 villages que compte la commune, 3 seulement sont électrifiés. Sur les 27, si on vous dit, c'est 3 villages. Et puis, pour la plupart de ces villages, c'est les plus gros villages qui ne sont pas encore électrifiés. Parce que pour ce nouveau lot-là, il n'y a que Koulibantang, chef-lieu de la commune, qui maintenant vraiment va bénéficier de l'électrification. Le maire Abdoulaye Fati lance un appel aux autorités compétentes pour la prise en charge de toutes ces préoccupations dans les plus brefs délais. Bakary Konté, Sédhiou, Radio Futur Média. L'actualité internationale. Bonjour Seydou Nourouba. Bonjour Chodri Diop. Le Niger, pour démarrer, Washington qualifie de coup d'État la prise du pouvoir par les militaires et suspend son aide. Une suspension de quelques 500 millions de dollars d'aide économique, mais Washington qui maintient son aide humanitaire en faveur du peuple nigérien. Anna Rocha. C'est après plus de 2 mois que Washington a fini par qualifier la prise du pouvoir par les militaires nigériens de coup d'État, ce qui a entraîné automatiquement la suspension de l'aide américaine au gouvernement nigérien, l'un des plus pauvres du monde. Chaque année, il recevait des États-Unis plusieurs centaines de millions de dollars. L'aide humanitaire en nourriture, notamment à destination du peuple nigérien,
nigérien n'est pas concerné, précise le département américain. Les responsables de l'administration Biden estiment que toutes les voies pour un retour à l'ordre constitutionnel ont été épuisées. Et pour rétablir cette aide, Washington exige le retour aux institutions démocratiques et la libération du président Mohamed Bazoum. Il faut noter que les vols de drones américains ont repris dans la région dans le cadre de la lutte antiterroriste, mais il ne fournit plus de renseignements à l'armée nigérienne. Anna Rocha, le régime militaire au Niger a ordonné à la coordonnatrice de l'ONU dans le pays de quitter le pays au plus tard vendredi prochain. C'est dans un communiqué transmis à l'agence France Presse ce mercredi, l'armée qui dénonce les entraves mises par l'ONU pour contrarier la participation du Niger à l'Assemblée générale de l'ONU. C'était au mois de septembre dernier. Le Gabon, deux proches de l'opposant Albert Ondo arrêtés. Cela fait plus d'un mois que ces deux proches du candidat soutenu par la coalition Alternance 2023 sont privés de liberté en détention préventive dans la prison d'Oyem au nord du Gabon. Mike Joktan et Terence Nyembu se rendaient en Guinée équatoriale avec des lettres pour solliciter l'aide du vice-président Théodore Obiang-Nguema et au président centrafricain Faustin Archange Touadéra. Le contenu de ces deux lettres ont inquiété les autorités de transition au Gabon. Le conflit israélo-palestinien, le président turc dénonce des méthodes honteuses de l'armée israélienne. Oui, en riposte à l'attaque sanglante lancée par le Hamas, dénonçant donc les méthodes honteuses de l'armée israélienne. Ce sont les propos du président turc Recep Tayyip Erdogan de déclarer Israël ne doit pas oublier que s'il se conduit comme une organisation plutôt que comme un État, il finira par être traité comme tel. Recep Tayyip Erdogan d'ajouter bombarder des localités civiles, tuer des civils, bloquer l'aide humanitaire et tenter de présenter cela comme une prouesse ne peut être qu'un réflexe d'une organisation et non d'un État. Il faut donc souligner que l'horreur se poursuit de chaque côté de la frontière. 1200 Israéliens tués depuis samedi dernier selon l'armée israélienne et 2700 blessés. Côté palestinien, on parle de 1055 morts et plus de 5000 blessés. Hier nuit, des dizaines de morts à Gaza. Ce mercredi, Israël a bombardé le sud du Liban. Cela fait suite aux nouveaux tirs de roquettes qui ont visé son territoire pour le 4e jour consécutif selon l'agence officielle libanaise d'information. L'armée israélienne qui soutient qu'elle bombardait le territoire libanais en réponse à des missiles anti-chars qui ont visé des soldats israéliens. Zelensky, oui, au siège de l'OTAN pour la première fois depuis l'invasion russe. Le président ukrainien y est attendu ce mercredi pour participer à une réunion des ministres de la Défense de l'organisation. Cette visite surprise n'avait pas été annoncée selon l'OTAN qui doit donc accueillir Volodymyr Zelensky à son arrivée au siège de l'Alliance Georges. Merci, Seydou Nourouba. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Aux alentours de midi 35 minutes, nous aurons en ligne Mohamed Sissé, vice-président de l'ASCOSEN, mais également Aliou Gadiaga, directeur de la clientèle d'affaires à Sénélec. Il sera question de la polémique sur la supposée hausse substantielle des factures d'électricité et les dysfonctionnements du service Woyofal. Bonjour, cher Tidiane Diagne. Bonjour à vous, Georges Détilleux. Bonjour à tous. On parle des Lions qui sont à Lens, en France, où ils doivent affronter le Cameroun. Voilà, justement, il faudra préciser, Georges, que l'effectif est au complet depuis hier. Le sélectionneur Aliou Cissé, absent depuis le début du regroupement lundi dernier, rejoint la tanière ce mercredi et devrait diriger la séance de cet après-midi. Pour rappel, le Sénégal croise lundi prochain à Lens le Cameroun en match amical international. Les deux équipes préparent ainsi la Coupe d'Afrique des Nations 2023 prévue en janvier 2024 en Côte d'Ivoire. Le tirage au sort des groupes de la phase finale de cette Coupe d'Afrique des Nations aura lieu d'ailleurs demain 12 octobre à Abidjan. Le tirage donc qui va démarrer à partir de 19h heure de Dakar. À la tête de l'association internationale de la presse sportive Zone Afrique depuis quelques mois, notre compatriote Abdoulaye Thiam et sa structure ont rencontré le secrétaire général de la CAF hier justement à Abidjan. L'objectif est de signer un nouveau partenariat dans lequel les deux entités pourront travailler en parfaite intelligence.
Nous allons écouter Abdoulaye Thiam, qui est par ailleurs le président de l'Association nationale de la presse sportive sénégalaise. Cet accord de partenariat était dans les pipelines depuis que nous avons pris les rênes de la IPS en février 2023, ici à Dakar, à l'issue du congrès qui s'est tenu au niveau de notre pays. Donc il était d'abord notre devoir de raffermir les liens entre la IPS et les instances continentales, qu'il s'agisse de l'ACNOA, qu'il s'agisse de la CAF, qu'il s'agisse de la Confédération africaine d'athlétisme, voire de la FIFA et pourquoi pas du CIO. L'objectif principalement, c'est d'avoir de très bons partenariats avec ces instances-là, particulièrement la CAF, parce qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas comprendre quand même que l'AIPS ne puisse pas être l'interlocutrice de l'ACNOA. Et quand nous avons rencontré le secrétaire général, Véron Mosongo Omba, à Abidjan, il était lui aussi dans cette même dynamique, ce qui a facilité véritablement les choses. D'abord, il faut éteindre les foyers de tension que l'on voit dans différentes associations nationales où il y a certains pays où vous avez 2 ou 3 associations. Ça ne facilite pas le travail de l'Afrique. L'autre aspect, c'est la formation. Moi, j'ai mis le curseur là-dessus parce que quand même, on a besoin de formation et de renforcement de capacité. Nous avons aussi besoin d'une subvention pour mener à bien nos missions. Abdoulaye Thiam, président de AIPS Africa, la veille donc du tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations, prévu demain à 19h à Abidjan, en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, qui, je le rappelle, va accueillir la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Rufisque, la section de football du Saltigué réclame sa part des 15 millions alloués au club par l'entreprise FH en guise de subvention. Le club est sur le point d'être forclos, alerte les dirigeants. Il demande au comité directeur d'élucider cette affaire pour ne pas anticiper la mort du club fagnon de Rufisque. Écoutons, cher Sex, c'est le secrétaire général de la section football des Saltigués de Rufisque. Il est au micro d'Abdou Diouf Diagne. Le comité directeur des Saltigués qui reçoit une subvention à hauteur de 15 millions et jusqu'à présent nous n'avons reçu aucun sou. Nous sommes même sur le point d'être forclos pour la saison prochaine. Raison pour laquelle nous appelons les Rufisquois, parce que le club phare de Rufisque, c'est les Saltigués. Nous le prenons comme témoin de ce qui arrive au Saltigué de Rufisque. Le Saltigué vraiment ne mérite pas ça. Surtout le football, vraiment avec des grands champions comme Mamadou Gueye Koula, qui a été sélectionné en équipe nationale en 90 en Algérie. Lodia qui a joué au Saltigué, qui a joué au Casa Sport, les Lycènes et autres, les Ibounia 6. Vraiment le Saltigué ne mérite pas ça. Et le football est la locomotive du sport. Hier, en Assemblée Générale, même la session de volley plus la session handball, le président était là pour encourager le football, pour soutenir le football. Malheureusement, au niveau du sommet, nous avons été lésés à tout point de vue. Maintenant, avant qu'il ne soit trop tard, nous appelons le président à revenir en arrière, à nous donner ce que nous méritons. Le Saltigué doit aller de l'avant, le Saltigué doit gravir les échelons pour se hisser au plus haut niveau du sport sénégalais. C'est ça notre souhait, mais malheureusement nous ne sommes pas encouragés dans ce domaine-là. Vraiment nous sommes déçus de nos dirigeants et nous réclamons une assemblée générale dans les plus brefs délais. Au niveau de toutes les sections, les gens réclament cette assemblée générale. Parce que cette équipe-là qui est là, c'est une équipe intérimaire. Normalement 3 mois d'intérim, ça suffit. Et puis en basketball, pour terminer, Ousmane Diallo n'est plus l'entraîneur de l'équipe féminine d'AS Ville de Dakar. Il vient donc de le notifier à travers les réseaux sociaux. Nous aurons certainement le temps de revenir en détail sur ces décisions donc venues de cet entraîneur qui a pratiquement tout gagné avec cette formation d'AS Ville de Dakar. Merci, cher Tidiane Diagne. Presse du jour. La revue de presse de ce mercredi 11 octobre 2023. Mohamed Kalimouba, bonjour. Bonjour. Émigration irrégulière, bientôt des vols de rapatriement organisés vers le Sénégal. L'Espagne se prépare à faire le ménage, nettoyage au Karcher, dirait l'autre, sur l'île des Canaries. Arrivés pour la plupart par la mer, ils sont regroupés depuis quelque temps là-bas. Le journal Les Échos qui donne la nouvelle note que le ministre espagnol de l'Intérieur est attendu à Dakar pour briefer les autorités sénégalaises. Mon confrère relève que ces derniers mois, il n'y a pas moins de 14 000 arrivées. 90% de l'effectif sont des Sénégalais. Chaque vol de rapatriement va être composé comme suit. 70% de migrants, 30% d'agents des unités d'intervention de la police espagnole. Sourça parle alors de rapatriement forcé. Le journal constate que le premier vol est attendu dans les tout prochains jours au Sénégal. Suivra alors un balai aérien incessant jusqu'à épuisement du stock. Un fardeau est attendu donc à Dakar. Du côté de la Tunisie, Gorgorlou ne se sent guère mieux. Et pour cause, beaucoup de candidats à
l'immigration irrégulière ont été interpellés et acheminés dans les montagnes près de la frontière tuniso-algérienne. Justement, le calvaire des Sénégalais ces dernières années, enquête pointe ce matin, les points noirs du bilan d'Amadouba 1, son gouvernement n'a pas réussi à relever le pouvoir d'achat des Sénégalais, l'emploi, le loyer, l'autre paire de manches. Le journal note que le prix des denrées alimentaires a flambé, le loyer cher, les frais scolaires, l'eau, l'électricité, entre autres. Ces calvaires continuent pour les Sénégalais. Le gouvernement piloté par Amadouba 1 a peiné à relever les défis à lui assignés par le chef de l'État. Il va devoir donc mettre les bouchées doubles pour les 6 mois qui lui restent à la primature s'il veut passer président de la République. Sur sa table, l'équation du déficit d'enseignants, le Premier ministre lui-même l'avait relevé lors du conseil interministériel sur la rentrée scolaire. Le directeur de la formation et de la communication au dit ministère l'a confirmé et il avait laissé entendre qu'un recrutement devait s'opérer dans les tout prochains jours. Mais problème, cela a entraîné un gros malaise au sein du ministère. Coup de théâtre lui-même, ce dernier donc s'est rétracté. Conséquence, constate dans le journal, c'est la désillusion chez les candidats qui préparaient leur dossier. Le journal note que Mohamed Moustapha Diagne installe un gros malaise chez la tutelle qui ne sait plus quoi faire des jeunes qui espéraient décrocher leur premier job. En tout cas, le journal L'Observateur note lui aussi le déficit d'enseignants à l'origine de mal chroniques. Le confrère affiche aussi les inquiétudes des syndicalistes. On risque de fermer des classes, selon Mohamedou Moustapha Diagne. Politique à l'Assemblée nationale, la session ordinaire unique 2023-2024, les députés de ex-PASTEF et leurs alliés vont faire bande à part, informe le journal Les Échos. Pour la composition de Yewwi, ils n'ont pas envie de s'associer avec Khalifa Sall de Taxawu Sénégal qu'ils ne veulent plus voir même en peinture. Une réunion des députés de ex-PASTEF et alliés a eu lieu lundi dernier pour acter le divorce au siège du PUR, prêt à perdre même des postes au bureau de l'Assemblée s'il le faut. Mais un député de Taxawu réagit dans le même journal. Il dit Taxawu ne compte pas démissionner. S'il s'entête, nous allons vers une bataille de procédure que nous sommes sûrs de gagner. En attendant, ex-PASTEF scrute le ciel du Sud en attente de la décision du tribunal de grande instance de Ziguinchor. Vous le savez, ex-PASTEF conteste la décision de la DGE de ne pas donner les fiches à Ousmane Sonko suite à sa radiation des listes électorales. Après le revers de Dakar, Sonko espère chez lui à Ziguinchor, note Vox Populi. Son entourage commence à mettre la pression. Ses avocats aussi. Quid de Khalifa Sall de Taxawu Sénégal? Le quotidien constate ce matin qu'il continue à d'affûter ses armes pour la présidentielle. Le leader de Taxawu Sénégal a payé ses 5 millions de francs CFA d'amende. Condamné dans l'affaire de la caisse d'avance, cela lui permet aujourd'hui d'obtenir son quitus fiscal pour la présidentielle. Les punaises de lit en France, ça gâche le business de certains hommes d'affaires au Sénégal. Oui, le business des conteneurs infestés, un énorme manque à gagner, note l'Observateur, un énorme manque à gagner pour les vendeurs de produits importés. À lire ce dossier en page intérieure du journal L'Observateur. Sport pour boucler amical Sénégal-Cameroun. La tanière affiche complet désormais, constate Record. Deuxième séance d'entraînement à Lens, c'est en France hier. Ismail Jacobs, Boulaya ménagé, Habib Diallo touché à la hanche. Stade Quotidien note pour sa part que Iliman Ndiaye et Ismaël Sarr doivent davantage jouer ensemble. Partenaires en club, Iliman et Iso, une connexion à établir en sélection pour faire basculer les défenses adverses. Bonne lecture à tous. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. Point de vue à présent. Bonjour Mohamed Sissé. Oui, bonjour. Vous êtes le vice-président de l'ASCOSEN. Nous avons également en ligne Aliou Gadiaga, directeur de la clientèle d'affaires à la Sénélec. Bonjour Monsieur Gadiaga. Bonjour. Alors nous parlons de ces factures de la Sénélec qui font polémique au Sénégal. Les usagers disent avoir noté une hausse substantielle des factures d'électricité, mais des dysfonctionnements également du service Woyofal. Monsieur Gadiaga, une pétition même est lancée sur les réseaux sociaux, sur Internet. Quelle est la suite que vous comptez d'abord donner à cette pétition lancée par des citoyens sénégalais sur cette hausse constatée sur le coût de l'électricité? Merci. Donc je pense que pour ce qui concerne la pétition
Nous attendons d'abord de voir de quoi il s'agit. D'après mes informations, ils ont prévu de déposer une lettre de protestation au niveau de Sénélec. En tout cas, Sénélec, dans ses pratiques, a l'habitude, quand les clients ne sont pas contents ou bien qu'ils se plaignent de leurs factures, nous avons un service dédié qui reçoit les complaintes des clients, analyse et leur fait un retour par rapport à leurs complaintes. Mais malgré les explications de la Sénélec disant qu'il n'y a pas de hausse du coût de l'électricité, beaucoup de citoyens sur les réseaux sociaux exposant même des factures d'électricité, une facture de 2 millions de francs CFA, plus même pour un compteur à usage domestique. Est-ce que cette hausse brutale, jugée excessive même, peut s'expliquer par la période de chaleur souvent évoquée par Sénélec? Effectivement, cette hausse est essentiellement due à la chaleur. Comme vous le savez, Sénélec n'a pas la prérogative de procéder à une hausse unilatérale des tarifs parce que les tarifs de l'électricité sont régulés, donc fixés par la Commission de régulation du secteur de l'énergie. Et c'est effectivement cette période de canicule qui justifie cette augmentation de la consommation. Et je pense que le DG a eu à l'expliquer la semaine dernière. Rien que cette année, du mois de mars au mois d'octobre, nous sommes passés sur une pointe de 700 MW à presque plus de 1 gigawatt aujourd'hui de pointe. Donc vous voyez bien, c'est presque une augmentation de près de 50% depuis entre le mois de mars et le mois d'octobre. Mais au point de voir les factures doublées ou même triplées? Mais écoutez, je pense qu'aujourd'hui, nous l'avons expliqué à plusieurs reprises. Il est évident qu'en début d'année, effectivement, il y a eu un réajustement des tarifs. Et aujourd'hui, comme on l'a expliqué, les clients qui sont sur la tranche sociale entre 0 et 150 kWh, normalement, ils ne sentiront pas cette hausse parce que le gouvernement quand même a consenti à subventionner. Et pourtant, ce sont ces citoyens de la tranche sociale qui se plaignent. Non, parce que la tranche sociale n'a pas varié. Elle était de 90,17 francs avant la hausse et après le réajustement tarifaire, c'est resté comme tel. Maintenant, si vous consommez plus de 150 kWh dans le mois ou bien dans le trimestre, effectivement, vous glissez indéniablement sur la deuxième et la troisième tranche qui ont connu. Justement pour beaucoup, Monsieur Gadiaga, c'est cette deuxième tranche et la troisième tranche qui sont piégées. Non, c'est pas piégé. Comme je vous ai dit, c'est des tarifs qui sont fixés par le régulateur et Sénélec a l'obligation de les appliquer. Maintenant, les clients, une fois qu'ils dépassent la première tranche et qu'ils rentrent dedans, effectivement, on leur applique le tarif de la deuxième tranche et s'ils rentrent aussi sur la troisième tranche, c'est pareil. Et la troisième tranche, en plus, elle est taxée. Donc, vous voyez, ça peut faire un effet que les factures, effectivement, sont plus chères, mais dans la réalité, aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il y a eu une augmentation des tarifs de l'électricité. C'est plus une augmentation des consommations dues à la chaleur. Et je pense que c'est là le lieu peut-être de saisir cette occasion pour conseiller les usagers quand même à avoir une attitude de plus économie d'énergie et essayer d'être un peu plus vigilants par rapport à leur habitude de consommation pour optimiser leurs factures. Alors, Mohamed Cissé, vous êtes le vice-président de l'association des consommateurs sénégalais. Est-ce que la chaleur n'a pas bon dos? Comment est-ce que vous pouvez vous expliquer cette hausse de l'électricité évoquée par beaucoup de citoyens? Oui, merci Georges. Effectivement, la chaleur a bon dos. Nous avons toujours vécu une chaleur, M. Gadiaga. Mais la situation, décrite comme telle par les consommateurs, sentie comme telle par les consommateurs, qui sont restés les mêmes. Pourquoi ils ne l'ont pas évoqué l'année passée? Vous-même, dans votre intervention, vous avez parlé d'un réajustement. Qui parle de réajustement, c'est parce qu'il y a une situation qui s'est passée. Sinon, on n'allait pas réajuster.
éviter les éléments de langage que Sénélec n'a pas le droit d'augmenter les prix. Ça, tout le monde le sait. Sénélec n'augmente pas le prix de l'électricité. La commission aussi ne s'est pas réunie pour augmenter. Donc, il y a quelque chose qui s'est passé. Il faut le reconnaître, il faut le dire. Mais comme vous ne pouvez pas le dire, moi je vais le dire. Parce qu'en début février, j'ai assisté à une réunion où il y avait les journalistes au Radisson, où on nous a dit que la subvention accordée par l'État va diminuer au niveau de la tranche B et C, mais sera maintenue au niveau de la tranche sociale. Et que Sénélec compte 60% ou même plus de clientèle qui sont logées à la tranche A. Mais le problème, c'est que la tranche A de 0 à 150 kWh, fixée à 91 francs 17, mais vous passez allègrement cette tranche-là pour aller à la tranche C qui est à 180 francs, du fait tout simplement que la subvention a diminué. Et on nous a même dit que cette subvention, c'est le Fonds monétaire international qui l'a imposée, et que cette subvention diminuée pourrait même être éradiquée complètement. Heureusement que nous attendons le pétrole en 2024. Mais si cette date-là n'est pas respectée et que l'État suit le vœu du Fonds monétaire international, mais ça va être catastrophique. Nous, ce que nous demandons, c'est qu'on a constaté, il faut qu'on trouve une solution pour les consommateurs. La tranche A, c'est vrai, n'a pas subi de variation, parce qu'il y a toujours la subvention qui est maintenue. D'accord? Mais, rentrez dans une famille sénégalaise, vous trouverez quand même, en plus des lampes, en plus du frigo, le climatiseur ou autre chose, source d'énergie. Et la chaleur est arrivée au mois de juin. Donc nous subissons de juin jusqu'à maintenant une chaleur qui fait qu'on utilise toutes ces formes d'énergie. Vous voulez dire que la tarification aux tranches B et C n'est plus la même? Mais ce n'est plus la même parce que vous passez du simple au de 91,17, vous passez à 180. Il y a la TVA, il y a les taxes qui sont là. Mais, Georges, quand une subvention n'est plus accordée et que vous voulez bénéficier du confort que vous avez, c'est vous qui rallongez le blé. C'est le consommateur qui est à la place de l'État actuellement. C'est pourquoi, tout simplement, et si on estimait ce que l'État a apporté comme subvention, c'est des centaines de milliards, c'est au moins 100 milliards, de 90 à 100. Maintenant, c'est le consommateur qui est là pour pouvoir supporter son confort. Mais nous demandons et nous exigeons à ce qu'on s'asseye autour de la table et que cette tranche sociale-là aille jusqu'à plus de 200 à 300 kilowatts, au moins. Parce que maintenant, cette manière de voir que nous avons 61% des consommateurs qui sont pour la tranche A, et 61% c'est du kiff-kiff par rapport à 100%. Les 40% maintenant, mais ce sont ces consommateurs qui souffrent, qui n'ont pas ce pouvoir d'achat, mais qui au moins peuvent avoir un certain confort, mais l'écart est tellement énorme que maintenant, personne ne peut plus supporter. C'est ça la réalité. Personne ne peut plus supporter. Alors, je reviens à vous, Mohamed Cissé, pour recueillir peut-être des explications de Aliou Gadiaga sur ces tranches B et C. Aliou Gadiaga, Mohamed Cissé parle soutient que la tranche B et C n'est plus subventionnée, ce qui fait dire que ce sont les consommateurs qui supportent maintenant cette subvention qui a été éliminée. Est-ce que c'est fondé? Oui, je pense que ça, c'est une information qui est connue de tous. En début d'année, je pense que même le gouvernement a communiqué là-dessus.
C'est effectivement la subvention qui a été réduite et ce qui a amené ce réajustement tarifaire. Aujourd'hui, comme il l'a dit, la tranche sociale est restée à 91,17, mais la deuxième tranche est passée à 136 francs et la troisième tranche à 149. Mais pourquoi vous ne le dites pas très souvent aux consommateurs, vous accrochant à la chaleur? Non, on a eu à communiquer là-dessus à plusieurs reprises. Et je pense que comme il le dit, le DG lui-même, M. Cissé l'a rappelé, a eu à faire un communiqué à l'hôtel Radisson et a convoqué toute la presse pour les informer de cet état de fait. Parce qu'il y a effectivement un décret qui a été sorti par la commission de régulation qui a redéfini les nouveaux tarifs qui sont applicables depuis le 1er janvier 2023. Maintenant, le problème c'est que c'est intervenu peut-être en période où il y avait la fraîcheur et les gens n'ont pas trop senti cette hausse. Et aujourd'hui, avec la canicule, les niveaux de consommation, comme on l'a expliqué, facilement vous glissez d'une tranche à l'autre et là vous sentez effectivement l'impact de la hausse survenue en début d'année. Alors, d'autres problèmes sont évoqués, des dysfonctionnements au niveau des factures, des compteurs du service OEFAL. Est-ce qu'il n'est pas temps qu'une mission d'inspection de ces compteurs se fasse? Écoutez, ces compteurs, c'est les commandes, mais n'oublions pas que il y a le ministère du commerce qui fait les vérifications nécessaires. Tous les compteurs de Senelec sont étalonnés avant d'être posés chez les clients. Et aujourd'hui, les compteurs, la fiabilité des compteurs n'est pas remise en cause sur la facturation. Et maintenant, sur le WIFL aussi, c'est fait par tranche. Vous recevez sur votre facture, vous pouvez voir les tranches. Mais quand vous achetez du crédit... Qu'est-ce qui expliquerait donc cette facture de 3 965 000 francs d'un usager pour la consommation de 2 mois seulement? Bon, ça on l'a expliqué. C'est une erreur humaine qui a échappé à l'unité de facturation de cette agence. Mais comme vous l'avez remarqué, dès que le client s'est présenté, et même s'il ne l'avait pas, nous-mêmes nous l'aurions remarqué, et cette facture serait corrigée et on lui serait renvoyé avec une lettre d'explication. Mais le client lui-même s'est présenté à Senelec, le nécessaire a été fait et la facture a été effectivement corrigée, reprise et remise au client. Donc pas de problème avec les compteurs? Non, il n'y a pas de problème avec les compteurs. Et aujourd'hui, je pense que lors de l'émission passée, le monsieur du ministère du Commerce l'a rappelé. Il est arrivé que des clients remettent en cause même la fiabilité de ces compteurs. Et dans ce cas, il y a une procédure pour demander une vérification contradictoire en présence de Senelec et des représentants du ministère du Commerce et du plaignant. Et il y a un PV qui est établi. Si le client est lésé, on le remet dans ses droits. Et maintenant, s'il n'y a pas de problème, on lui signifie qu'effectivement, le compteur y est fiable. C'est ça qu'on fait tous les jours. C'est notre quotidien. Merci Aliou Gadiaga, directeur de la clientèle d'affaires à Senelec. Je termine avec vous, Mohamed Cissé, sur ces dysfonctionnements. Notez ces dysfonctionnements au service WIFL, du service WIFL plutôt, mais évoqués également sur les autres compteurs. Est-ce qu'une inspection n'est pas nécessaire? Ne devrait-on pas faire intervenir l'Agence nationale de la métrologie? Je suis tout à fait d'accord avec vous, d'autant plus que nous l'avions fait quand le problème s'est posé au niveau de Seno. Nous nous sommes déplacés avec le chef de la métrologie. Nous avons été voir le stock de compteurs. Nous avions eu à prélever des échantillons et de ces échantillons-là, on les a amenés au banc d'essai devant 2 associations de consommateurs, devant l'opérateur, et sachez qu'il en est ressorti qu'il y avait des compteurs qui étaient incriminés. Même Seno a eu à aller jusqu'en Allemagne pour contre-expertise, et je propose la même chose pour qu'on aille voir le stock des compteurs. C'est une garantie même pour Senelec de confiance qu'on aura à l'issue de l'échantillonnage et à l'issue du banc d'essai, les résultats qui vont sortir. Je pense que c'est nécessaire quand même que la métrologie se saisisse pour qu'on aille faire la même chose avec Senelec
pour que les consommateurs soient rassurés des compteurs qui comptent actuellement. Merci Momod Cissé. Moi qui vous remercie, Jean. Vous êtes le vice-président de ASCOSEN.